Walmart, la plus grande chaîne de supermarchés des États-Unis, est au bord d'un effondrement sans précédent. Une simple signature de Trump a déclenché des droits de douane de 145%, faisant exploser les prix, paralysant les ports, laissant des milliers de rayons vides et détruisant des dizaines de milliers d'emplois en quelques semaines. Le modèle qui alimentait 300 millions de personnes s'est brisé comme du verre fin. Aujourd'hui, des millions de familles découvrent que l'abondance qu'elles tenaient pour acquise reposait sur un fil si fragile qu'un décret a suffi pour transformer l'acte d'acheter de la nourriture en un champ de mines de dettes, d'angoisse et de peur. C'est l'effondrement silencieux d'un système que nous croyions invincible. Tout a commencé la dernière semaine de mars 2025, lorsque le géant que l'on pensait indestructible prononça le mot maudit, inflation. À 6h49 du matin, heure de l'Est, un bref courriel interne fut divulgué au site spécialisé. Walmart reconnaissait, pour la première fois en 30 ans, qu'il devait augmenter immédiatement ses prix pour survivre à la nouvelle vague de droits de douane. La nouvelle se répandit comme un séisme. À Kansas City, les chauffeurs-livreurs s'envoyaient des messages cryptiques. À Jacksonville, les directeurs de magasins préparaient des plans de contingence. Et dans de petites villes de l'Iowa, les maires comparaient les étiquettes avec la même attention qu'autrefois on accordait aux prévisions de tempête. Donald Trump fit un pas en avant 48 heures plus tard. À 2h07 du matin, le 30 mars, heure parfaite pour que la nouvelle soit déjà digérée au réveil dans la frénésie des réseaux sociaux, il envoya un tweet qui s'afficha sur les terminaux Bloomberg comme s'il avait été écrit avec des épines, que Walmart absorbe le code. 38 caractères capables de volatiliser des milliards et de diviser le pays en deux camps, ceux qui applaudissaient le courage protectionniste et ceux qui y voyaient une dangereuse dérive vers l'autodestruction économique. En quelques minutes, analystes et animateurs radio se transformèrent en héros du choc des titans à venir. Washington dut réorganiser son agenda avec l'urgence d'un chirurgien découvrant une hémorragie inattendue. Dans les couloirs du Capitole, l'odeur de café réchauffé se mêlait à celle de l'encre fraîche de centaines de pages imprimées dans l'urgence. Un sénateur de l'Arkansas, visiblement pâle, rappela à ses collègues que son comté dépendait d'un centre de distribution Walmart où travaillent 8000 personnes. Un représentant de l'Ohio avertit que chaque dollar ajouté au panier était un vote en moins dans les urnes de novembre. Les lobbies déployèrent des infographies comme des cartes de guerre, tandis qu'un murmure envahissait les couloirs, qu'aucun discours ne pouvait faire taire. Le 2 avril se leva avec un soleil implacable sur la roseraie. Le président, costume sombre et cravate grenat, avançait sur le tapis comme un chef d'orchestre s'avançant sur une scène d'opéra pour donner une dernière note de gloire. Devant lui, des caméras alignées comme des fusils. Derrière, un rideau de drapeaux flottant avec la solennité d'un serment ancestral. Lorsqu'il abattit son stylo sur le papier, et signa l'ordre exécutif 14 257, Liberation Day tarif, il ne signa pas seulement un document. Il ouvrit une écluse historique et libéra le flot d'une crise qui mûrissait en silence depuis des années. À partir du 5 avril, chaque port, aéroport et poste frontière se transformerait en douane blindée avec un surcoût de 10%. Une semaine plus tard, la Chine se verrait infliger un droit de douane de 145%, un coût commercial sans précédent en temps de paix. Dès que le décret fut rendu public, les plus grands ports du Pacifique se transformèrent en mausolées d'acier et de conteneurs immobilisés. À Ningbo, les grues restaient immobiles, suspendues dans un silence qui les faisait ressembler à des squelettes de géants préhistoriques. Les opérateurs portuaires arpentaient les passerelles d'un pas mesuré, conscients que chaque conteneur bloqué était une pelletée de terre sur le modèle Just-in-Time. Hunar Toy Factory, fournisseur de jouets pour Walmart depuis les années 1990, réduisit sa production de 70% et licencia 130 travailleurs en 19 jours. Pour de nombreuses familles de Chanteau, l'adieu arriva avec une indemnité couvrant à peine un mois de loyer. En Europe, la chute de l'euro Stoxx 600 fut ressentie comme un grondement tectonique. 4,4% et près de 200 milliards d'euros évaporés en une demi-journée. À Séoul, les nouvelles furent un choc glacé pour l'opinion publique. 25% de droits de douane sur les automobiles coréennes franchissant la frontière américaine. Des analystes prédirent une baisse de 4% des exportations et le risque de destruction de milliers d'emplois qualifiés. Les journaux parlèrent d'un nuke tarif, comme si le décret était une ogive économique déclenchée contre l'édifice fragile du commerce mondial. Pendant ce temps,
La Cour de commerce internationale des États-Unis émettait des suspensions partielles de certains tarifs, ajoutant une couche supplémentaire d'incertitude. Les entreprises de logistique se retrouvèrent face au cauchemar de ne pas savoir si un navire parti, ce jour-là, paierait le triple à son arrivée. Certains chargeurs jouèrent à la loterie des délais et expédièrent des marchandises sans calculer les coûts. D'autres immobilisèrent leur stock, craignant que la traversée ne se transforme en ruine. Le calendrier, autrefois allié prévisible, devint un ennemi capricieux. À la fin avril, les dirigeants de Walmart convoquèrent un sommet d'urgence à Bentonville. La presse l'appela le conclave du Titanic, car tous savaient que l'iceberg avait déjà éventré la coque. Dans une salle close, sans fenêtre, sans téléphone et avec les horloges couvertes, les stratèges passèrent en revue des graphiques où chaque ligne descendante ressemblait à une artère sectionnée. Après 2 journées et 27 tasses de café, ils rendirent un verdict impensable. Le modèle Just in Time, chef-d'œuvre d'efficacité que Sam Walton avait érigé en religion, avait cessé de battre. Le patient était encore en vie, mais il saignait par la gorge même qu'il avait maintenue en respiration. Ainsi naquit Project Triage, 16 pages d'un langage clinique sans la moindre concession. 10 centres de distribution fermeraient leurs portes entre juin et juillet. Riverside, Fontana, Brooksville, Winter Haven, Pageland, Sanger, Elwood, Groveport, Plainfield, Menominee. Chaque nom était une cicatrice sur la carte, chaque cicatrice une communauté entière précipitée au bord de l'abîme. 50 000 employés reçurent un courriel à 4h12 du matin avec pour objet « Mise à jour opérationnelle ». Le corps du message contenait un euphémisme létal. Votre poste est suspendu. C'était une dague chirurgicale déguisée en formalité. L'explosion sur les réseaux sociaux fut immédiate. À 10h du matin, le hashtag #YeahYeahEmptyAisles dépassait les 12 millions de vues. Des vidéos de 15 secondes montrèrent des rayons nus, des chambres froides à moitié vides, des employés retirant des affiches de promotion. Une adolescente raconta en larmes comment son père, réassortisseur de nuit, était rentré chez lui sans un mot. « Je ne l'avais jamais vu comme ça ». On aurait dit un astronaute revenant sur une planète qu'il ne reconnaît plus. Le clip atteignit 2 millions de likes en 6 heures et devint l'hymne silencieux d'une génération absorbant l'effondrement à travers l'écran. Mais apporta la tempête parfaite. Le coût du fret. Chine-États-Unis passa de 3 500 à 6 500 $ par conteneur et les cabinets de conseil annoncèrent que la somme pourrait atteindre 8 500 d'ici août. Les compagnies maritimes annoncèrent 20% supplémentaires de blank sailing, des liaisons annulées se traduisant par des rayons vides et des promesses brisées. Les loyers d'entrepôts dans la Central Valley de Californie augmentèrent de 60%, les entreprises préférant stocker par peur des retards. Flex, connu comme l'Airbnb des entrepôts, annonça une liste d'attente de 6 mois. Un courtier compara la situation à la vente de gilets de sauvetage sur un navire déjà en train de couler. Les économistes chiffrèrent le drame. Chaque foyer perdrait 1 000 $ de pouvoir d'achat cette année-là. Le bœuf passa de 12 à 14 $ la livre. Les sièges auto pour enfants coûtèrent 100 $ de plus. Les salons de jardin, 60 $ de plus. John Rainey, directeur financier de Walmart, prit la parole le 31 mai devant des milliers d'employés connectés en visioconférence. Sa voix trembla lorsqu'il déclara « Nous faisons face à la possibilité réelle d'une perte nette de 25 milliards ce trimestre ». Le chiffre fut un éclair figé qui illumina la fragilité du géant. Derrière ces grands nombres, les vies quotidiennes se vidaient de leur sang. Everbright Sewing, une petite fabrique d'uniformes à Lakeland, en Floride, ferma après 2 décennies passées à coudre le rêve américain dans chaque couture. Dans la province chinoise du Zhejiang, la textile Shenhua éteignit sa ligne de nuit. 180 femmes perdirent leur emploi en une nuit pluvieuse. Jian Li, 47 ans, déclara au micro d'un média local « J'ai travaillé 20 ans pour approvisionner un pays que je ne connais pas. On m'avait promis la stabilité et je recevrai mon dernier salaire ce vendredi. » Les autoroutes inter-États devinrent un théâtre d'ombre. Des camions stationnés sur les aires de repos, moteurs coupés pour économiser le carburant, chauffeurs incertains de savoir si ce serait leur dernière tournée. DAT prévoyait une stagnation totale du volume de fret d'ici la fin de l'année. Les primes d'assurance doublèrent. Miguel Roble, chauffeur routier mexicano-américain, ouvrit un vlog qui gagna 100 000 abonnés en quelques semaines. Chaque nuit, il diffusait son insomnie depuis sa cabine, concluant toujours par la même phrase « pourvu que demain il reste une destination ». Juin exigeait des chirurgiens, non des guérisseurs. Walmart présenta le projet Reset avec la solennité d'un manifeste, réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine de 60% à 48%, investir 1,2 milliard au Vietnam, en Inde et au Cambodge, et lancer Maiden Heartland, un méga-projet de 5 milliards pour implanter des usines en Arkansas, dans l'Ohio et en Caroline du Sud, avec pour objectif d'injecter 350 milliards dans la production nationale sur 10 ans.
L'automatisation en était le second pilier. 520 millions pour Symbotic et son système Link 16, un réseau de robots et d'algorithmes capables de redessiner les itinéraires selon la météo, les marées et la congestion portuaire. La promesse, économiser 600 millions par an en coûts d'exploitation. La note invisible, remplacer des milliers d'emplois humains par des bras mécaniques d'une précision surnaturelle. Wall Street, toutefois, ne crut pas au miracle soudain. Entre avril et juin, l'action Walmart perdit 11%, FedEx chuta de 11%, UPS de 8% et annonça 20 000 licenciements. Prologie, propriétaire de milliers d'entrepôts, céda 9,6%. Les ETF de la distribution et du transport enregistrèrent la plus forte sortie de capitaux depuis Lehman. 6 milliards en 48 heures. Walmart dut annuler une émission obligataire de 5 milliards, notée triple B. Les rendements de la dette d'entreprise s'envolaient comme si les marchés flairaient le sang. Sur la scène internationale, le film prenait des airs d'effondrement systémique. Le FMI publia son rapport le plus sombre depuis la pandémie. Il y évoqua une triple voie de contagion. Chute de la consommation américaine, glissement du commerce mondial et fuite de capitaux vers les valeurs refuges comme l'or et le franc suisse. L'Europe lança un ultimatum. Si les États-Unis ne retiraient pas les droits de douane avant le 9 juillet, elle appliquerait des représailles pour 95 milliards d'euros. Le Canada promit des mesures symboliques et commerciales, un euphémisme diplomatique pour douleur assurée. Le Mexique avertit qu'un tarif de 25% supprimerait 400 000 emplois sur le sol américain. Le 9 juillet se leva sans le moindre signe de dialogue. Bruxelles activa ses représailles et des produits aussi variés que les logiciels texans, le vin californien et les motos de Milwaukee se retrouvèrent piégés dans un labyrinthe douanier. Les bourses reculèrent dans une panique mesurée. JP Morgan publia une note interne divulguée qui évoquait une grande dépression de la chaîne d'approvisionnement. Les gérants de fonds lurent cette phrase comme on découvre un animal blessé au milieu de la route, sans savoir s'il faut s'arrêter ou accélérer. À Bentonville, une panne partielle de 5 minutes interrompit plusieurs tapis roulants. Un gardien de nuit jura avoir entendu un long sifflement, comme un dernier souffle mécanique. Ce n'était pas une avarie grave, c'était le son d'une résilience à bout de souffle. Les techniciens rétablirent le courant, mais quelque chose, peut-être la foi dans le système, ne se ralluma jamais tout à fait. Les familles ajustèrent leur routine avec la précision de survivants semblables à des horlogers aveugles. Des cliniques rurales modifièrent les calendriers de vaccination. Les aiguilles pédiatriques de nuit venaient à manquer. Des écoles publiques retardèrent la réfection de leurs toits. Des restaurants remplacèrent la viande fraîche par des protéines végétales sans que la clientèle ne s'en aperçoive. Et, comme un pendule implacable, les prix continuèrent de grimper. La caméra lente du désastre révéla des angles insoupçonnés. À Phoenix, 1000 téléviseurs restèrent bloqués en douane, tandis qu'au New Jersey, des tonnes de mozzarella pourrissaient dans des conteneurs que personne n'ouvrit à temps. On parle de inflation émotionnelle, ce n'était pas seulement le coût de la vie qui augmentait, mais aussi le poids de la peur. Les universités commencèrent à réorienter leurs programmes. Certains départements de logistique se vidèrent. Les amphithéâtres de psychologie se remplirent. Peut-être qu'il n'y aura plus d'étagères à remplir, disait un doyen, mais il y aura toujours des esprits à réparer. Les églises organisèrent le dimanche de la marche vide dans des supermarchés fermés. Des fidèles priant entre les rayonnages comme dans les ruines archéologiques de l'opulence. Pendant ce temps, les robots exécutaient leur chorégraphie parfaite. Lumière LED, ronronnement doux, algorithmes lisant vent et marée tels des augures modernes. Chaque fois qu'un robot prenait un poste, un gilet bleu restait plié dans un carton. La promesse était l'efficacité, le prix, le tissu social. En juillet, un rapport sur les cartes de crédit révéla que les achats inférieurs à 5 $ avaient augmenté de 30% dans les comtés ruraux. Une stratégie de guerre domestique. On achetait peu et vite, par crainte que demain cela soit impossible. Au Congrès, certains États proposèrent d'interdire les droits de douane fédéraux sur leur territoire. Le spectre d'une désunion douanière fit son apparition avec un sourire tragique. Hors de Washington, l'austérité prenait la forme de lumières éteintes en milieu d'après-midi, de matchs enfants sans collation, de mariages au menu réduit. Ningbo se changea en lac métallique, Long Beach en autoroute déserte où des cyclistes amateurs faisaient des courses nocturnes entre des conteneurs immobiles. Le désert des rayonnages devenait un paysage mental. Alors s'imposa dans la conscience collective une question cruelle. Peut-on rapatrier les emplois sans vider le garde-manger des citoyens ? Peut-on parler de souveraineté productive lorsque la souveraineté émotionnelle s'effondre à chaque étiquette modifiée ? Walmart était devenu thermomètre et miroir.
En voyant baisser son mercure, on apercevait le reflet de tout un pays. Durant août, le dollar perdit du terrain face au franc suisse, tandis que la Réserve fédérale hésitait entre augmenter les taux pour endiguer l'inflation ou les baisser pour amortir la récession. Powell apparut en conférence de presse avec le visage de quelqu'un qui avait peu dormi et trop lu. Il admit que les modèles n'envisageaient pas une auto-blessure commerciale d'une telle ampleur. Ce fut la première confession publique que la théorie économique ne prévoit pas toujours l'impulsion politique. À mesure que les tensions s'exacerbaient, les petites histoires prirent une résonance de parabole. À Groveport, Ohio, le café Maple et Steam retira 4 tables pour économiser sur les serviettes et l'électricité. Sa propriétaire, Samantha, résuma ainsi la situation. Chaque décision est un report du désastre. À Menominee, Wisconsin, la fusion de 2 lycées priva 2 villes de leur équipe de football américain. La nouvelle tomba comme un deuil national. Dans la province du Guangdong, un ouvrier au chômage exhuma le vieux vélo de son grand-père et parcourut 100 km à la recherche d'un emploi de quoi payer son repas quotidien. Son histoire, filmée par un documentariste anonyme, devint virale en Occident comme symbole du coût invisible que personne ne mesure. De l'autre côté de l'océan, un ancien réassortisseur de Riverside publia sur TikTok une vidéo montrant ses mains, désormais sans callosité, tremblant d'inactivité. 2 histoires, même écho. La ruine ne reconnaît pas les passeports. Septembre fut un mois de chiffres insomniaques. Le Bureau of Labor Statistics annonça 312 000 emplois perdus. La confiance des consommateurs tomba à 52 points. Le FMI révisa sa prévision mondiale à la baisse d'1 point entier, rappelant que chaque point perdu aux États-Unis se propage de 0,3 au reste du monde. Les couloirs vides se multipliaient en mèmes photographiques, des gondoles qui ressemblaient à des déserts d'aluminium sous des lumières agonisantes. Parallèlement, le Congrès étudiait la création d'aides d'urgence pour les zones les plus touchées, mais se heurtait au déficit croissant. Un analyste résuma la paradoxe : il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas de consommation. Mais s'il n'y a pas de consommation, la machine s'arrête. Cette phrase se répandit comme une traînée de poudre. Les dirigeants de Walmart, avec la sueur des créanciers dans la nuque, s'accrochèrent au mantra de la résilience. Ils firent des tournées médiatiques pour expliquer comment les robots garantiraient l'approvisionnement, comment Made in Heartland créerait des emplois hautement qualifiés, comment la sortie de Chine libérerait l'entreprise des risques géopolitiques. Mais chaque conférence de presse se heurtait aux mêmes images sur les réseaux. Étagères vides et prix rayés 3 fois. Octobre arriva avec la rudesse d'une aube hivernale. Un front polaire frappa le Midwest et, avec lui, des retards sur les routes. Les robots de Linksys, programmés pour des itinéraires optimisés, tombaient en panne de batterie en attendant des camions qui n'arrivaient de pas. La terreur logistique se changeait en comédie amère. L'intelligence artificielle était parfaite jusqu'à ce que la neige bloque l'autoroute. Les fournisseurs vietnamiens, submergés de commandes auparavant destinées à Shenzhen, ont subi des goulets d'étranglement. Les salaires ont augmenté et les marges se sont encore contractées. Un cadre a déclaré off the record : « Nous avons changé de médecin, mais la maladie demeure. » En Inde, des usines textiles ont embauché des milliers de travailleurs en 3 mois pour découvrir que l'infrastructure électrique s'effondrait chaque nuit. La vieille plaisanterie de la couverture trop courte prit une ampleur continentale. Les marchés boursiers, qui en juillet semblaient au bord du précipice, étaient devenus en octobre des montagnes russes. Chaque rumeur d'un armistice tarifaire entraînait des achats. Chaque déclaration présidentielle de fermeté déclenchait des ventes massives. Le S&P 500 traversa son trimestre le plus volatile depuis 2008. L'indice FINVX, baromètre de la peur, frôla des niveaux inédits en temps de paix. Pendant ce temps, les nouvelles villes-usines de Made in Heartland émergeaient sur des terrains qui, 1 an auparavant, étaient destinés à la culture de soja. Des bâtiments en acier et verre furent érigés, des imprimantes de la 3D géantes installées et des salaires à 25 $ de l'heure promis. Mais la lettre fine engloutissait les pics. Travail intermittent, contrats saisonniers, robots partageant l'espace avec des humains qui les surveillaient tels des bergers devant un troupeau métallique. En novembre, la fête de Thanksgiving se déroula avec des dindes 18% plus chères et des tables manquant d'ingrédients essentiels. Les familles improvisèrent des recettes sans canneberge et un animateur de late night plaisanta. Le vrai sacrifice cette année, ce fut de trouver de la purée de pommes de terre. Le rire du public sonna comme un soulagement, non comme de l'humour. Décembre arriva avec la crue certitude. Walmart perdrait 10 milliards de dollars supplémentaires ceci à cause de la seconde vague de représailles européennes. FedEx annonça de nouvelles surtaxes carburant.
UPS ferma un hub à Louisville pendant 3 jours pour recalibrer ses flux. Et la consommation de Noël chuta de 9%. Les chants de Noël dans les radios ne suffisaient pas à étouffer le craquement du vieux bois. L'année 2026 s'annonçait comme un calendrier dépourvu de jours fériés. Les prévisions parlaient de restructuration globale ou d'effondrement organisé. Certains théoriciens estimaient que le système se fragmenterait en microchaînes régionales. D'autres prédisaient une nouvelle décennie d'austérité créative. Mais le présent continuait de battre en temps réel, sans laisser de répit aux hypothèses. Épilogue au ralenti. Tu observes depuis la passerelle métallique qui traverse l'entrepôt 47B, où l'année précédente était traitée 240 palettes à l'heure. Aujourd'hui, le sol est vide, éclairé par une lumière zénithale filtrée à travers des verrières opaques. Chaque pas résonne comme un gong dans un temple abandonné. Au loin, un robot desprogrammé reste penché, les bras suspendus dans un geste frustré, tel un danseur ayant oublié sa chorégraphie. Tu avais imaginé le futur comme un ballet d'efficacité. Tu le vois aujourd'hui comme une tragédie muette. Rien de tout cela ne s'est façonné en une nuit. Souviens-toi de 1997, lorsque Walmart inaugura son centre de distribution de Brooksville, avec un discours sur les emplois créés pour des générations. Les journaux locaux publièrent des éditoriaux empreints de fierté, les enfants envoyant des dessins représentant des camions bleus transportant des produits dans tout le pays. 28 ans plus tard, ces camions sont vendus aux enchères en ligne à une fraction de leur valeur et les dessins d'enfants, jaunis par le temps, reposent dans les cartons d'archives municipaux que plus personne ne visite. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, la guerre des métaphores ne faiblit pas. Un conseiller économique décrit les tarifs comme des antibiotiques à large spectre, appliqués à un organisme infecté par la dépendance extérieure. Une députée démocrate réplique avec des accents bibliques « On ne guérit pas une plaie en amputant le cœur du malade ». Chaque allocution devient un champ de bataille narratif. Chaque statistique, une munition rhétorique. Preguntard à ChatGPT. À Bentonville, les couloirs du siège sentent à la fois la cire et la crainte. On murmure que ces couloirs vides sont devenus un lieu de pèlerinage pour écoles de commerce, études d'architecture, voire poètes cherchant l'inspiration dans l'écho creux de l'abondance perdue. Un agent de sécurité confesse à voix basse que dans les nuits les plus silencieuses, on entend craquer le béton, comme s'il se souvenait des pas des milliers de personnes qui y circulaient. Immergeons-nous dans une maison de des moines. Une famille prend un petit déjeuner à base de flocons d'avoine sans fruits frais, tout en calculant sur son téléphone combien durera l'allocation alimentaire de l'État. Le fils adolescent, qui rêvait d'acheter des écouteurs de marque, regarde maintenant des tutoriels pour les réparer avec du ruban adhésif. Sa petite sœur pratique des tours de magie sur TikTok pour détourner l'attention de son t-shirt décoloré. Leur mère, ingénieure sous-employée, répète comme un mantra « c'est temporaire ». Personne n'ose demander combien de temps durera le temporaire. Revenons à la géopolitique. À Bruxelles, les négociateurs européens étudient des cartes commerciales comme des généraux de l'après-guerre froide. Ils discutent de chaînes d'approvisionnement alternatives, évitant les ports de la côte ouest américaine et de projets de micro-substitution de composants pour réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis. En même temps, dans le Guangxi, des entrepreneurs chinois, poussés par les tarifs, envisagent des corridors ferroviaires vers la Russie et le Kazakhstan. Le jeu global se redessine en silence, car toute grande crise est aussi une opportunité de redéfinir les frontières invisibles. Le FMI réunit une douzaine de prix Nobel pour débattre de la paradoxale situation actuelle. Dans un monde sursaturé de technologie, la logistique reste soumise à des lois du 19e siècle de l'espace et du temps. Des termes impensables, il y a seulement 5 ans émergent dématérialisation inversée, inflation de confiance, déglobalisation osmotique. Quelqu'un plaisante en proposant la courbe de Bentonville qui mesurerait la vitesse à laquelle le prix d'un produit de base double lorsque la chaîne se brise. Personne ne rit vraiment. Et pourtant, au cœur de l'effondrement, germent des graines de réinvention. Dans des comtés oubliés, émergent des coopératives locales, des maraîchers organisent des réseaux de distribution ultra courts, des fabricants de savon valorisent des huiles usagées, des ateliers de couture transforment des bâches de camions en sacs à dos. Il y a une beauté, et aussi une ironie, dans la façon dont la pénurie oblige à renouer avec la proximité. Les récits de réussite minimale se font entendre dans des podcasts arborant le mot « résilience » dans chaque titre. Mais les chiffres durs ne cèdent pas. Le déficit fiscal américain s'amplifie tandis que les taux de la Fed deviennent le métronome d'un capitalisme blessé. Chaque point de base provoque un séisme dans des foyers vivant au jour le jour. L'inflation, ce dragon qui dévore son propre nom, ronge à la fois les salaires et les attentes. Et au milieu de tout cela,
Walmart tente de se réinventer avec la lourde grâce d'un transatlantique virant dans un canal étroit. À la clôture de l'exercice fiscal, les auditeurs de Walmart reconnaissent une réalité inconfortable. Pour chaque dollar gagné en efficience robotique, 2 sont perdus dans l'ajustement constant des routes et les surcoûts des matières premières. L'ironie est si tranchante qu'on croirait un scénario écrit par un dramaturge cynique. L'entreprise qui a perfectionné l'art du centime bataille désormais contre des monstres à 100 millions. À la veille d'un nouveau cycle budgétaire, les robots du système Link 16 poursuivent de leur danse disciplinée. Dehors, un groupe d'anciens employés allume des chandelles et entonne un chant de Noël improvisé sur l'espoir et la subsistance. Les caméras d'un documentaire capturent la scène, LED bleu et feu orange, technologie et humanité en un contrepoint presque pictural. Le réalisateur, les yeux humides, murmure « Voici à quoi ressemble la fin d'une ère ». Et ce n'est pas encore la fin, parce qu'un système ne meurt pas, il se transforme. Et chaque transformation porte la trace de la douleur et la graine de l'inconnu. Walmart pourrait renaître comme un réseau de micro-usines ou se dissoudre en spin-off logistique. Ou peut-être deviendra-t-elle simplement une marque nostalgique comme Kodak, souvenir d'un temps où l'abondance semblait éternelle. Le monde observe et apprend. Taïwan diversifie ses puces vers l'Inde, l'Espagne subventionne les fermes verticales, le Brésil crée un corridor amazonien pour les cultures régénératrices. Et tous, tacitement, retiennent la leçon. Dépendre d'un seul pilier peut être mortel. Ainsi, l'étagère vide est bien plus qu'un vide. Elle est un avertissement murmuré. Chaque produit manquant raconte l'histoire d'un filament qui s'est rompu quelque part dans le monde. Si tu tends l'oreille, peut-être entendras-tu ce petit claquement comme celui d'un violoniste cassant une corde en plein concert. Tu reviens sur tes pas et le couloir reste désert. Les lumières clignotent encore une fois. Tu poses la main sur le métal froid de la gondole comme pour vérifier que tu ne rêves pas. Au bout du passage, une vieille pancarte poussiéreuse promet toujours « prix toujours bas ». Et tu comprends que le vrai prix fut autre, la confiance, la sensation que demain apporterait plus de la même chose. La caméra s'éloigne. Vue d'en haut, les étagères vides forment un échiquier sans pièces. Ni blanche, ni noire, seulement des cases désertes. Et là, dans ce vide géométrique se dessine une vérité lumineuse. Aucune partie n'est jamais gagnée définitivement. La tempête qui s'est abattue sur Walmart n'est pas une anecdote d'entreprise. C'est la radiographie d'un pays qui a découvert, trop tard, que sa colonne vertébrale était de cristal. En à peine quelques mois, le décret douanier d'avril 2025 a montré que la marge entre abondance et pénurie se mesure en jours, pas en années. Les chaînes d'approvisionnement jadis réputées invulnérables se sont effilochées dès au premier tiraillement. Les robots censés maintenir l'efficacité ont attendu des conteneurs qui n'ont jamais accosté. Et l'économie domestique s'est retrouvée aspirée dans une spirale d'improvisation quotidienne. Des familles de Californie à la Caroline sont passées de comparer les marques à rationner les repas. Les coopératives alimentaires ont proliféré autant que les ventes des hypermarchés ont chuté. Et ce qui était autrefois une légère hausse des prix est devenu une cascade inarrêtable de réductions. Horaires scolaires, menus pour enfants, rendez-vous médicaux, tout a été réduit pour équilibrer un budget qui ne fermait plus. L'anxiété s'est installée comme un invité permanent dans les conversations de tous les jours, dans l'atelier mécanique où les pièces importées mettent 3 fois plus de temps à arriver, dans la ferme laitière qui paye le fourrage à des prix records, à l'université qui reporte les programmes de recherche parce que les réactifs coûtent 40% plus cher. La Maison-Blanche a défendu le sacrifice comme remède nécessaire, mais le patient a montré des signes d'aggravation. Inflation à 2 chiffres, dollar volatile, dette des entreprises en plein essor et un chômage en augmentation dans les comtés qui vibrèrent jadis du bourdonnement des tapis de Walmart. Le FMI a averti que l'onde de choc pourrait pousser le système financier mondial vers la récession, tandis que Bruxelles, Ottawa et Mexico affinent leurs propres représailles commerciales. Chaque pas diplomatique est devenu un jeu de miroir face à face. Personne ne veut céder, personne ne peut gagner. Le projet Made in Heartland progresse, mais accumule déjà des surcoûts liés à l'acier et à l'énergie. L'automatisation avance, certes, mais chaque bras robotique nécessite des semi-conducteurs toujours dépendants de l'Asie. Et le recours au Vietnam et à l'Inde, salué comme plan B, se heurte à des goulets d'étranglement électriques, logistiques et environnementaux demandant des années, pas des mois, pour être résolus. Le temps est devenu la ressource la plus chère du monde. Dans ce contexte, le consommateur américain est devenu un indicateur avancé. Son panier moyen a perdu en diversité et en fraîcheur.
Ses économies se déversent vers des cartes de crédit au taux record. Sa confiance s'effondre enquête après enquête. L'économie fondée sur le mythe du choix infini se voit réduite à négocier chaque dollar entre survie et espoir. À l'échelle macro, le pays fait face à un dilemme existentiel. Corriger les excès de la mondialisation sans faire sauter la pierre angulaire consommée qui soutient 70% de son PIB. Il n'existe aucun manuel pour démêler un réseau aussi vaste sans provoquer des déchirements mortels. La leçon est aussi inconfortable qu'incontournable. Aucun engrenage, si gigantesque soit-il, ne peut vivre éternellement au bord de l'inventaire zéro. Le just-in-time fonctionnait parce que l'intervalle entre offre et demande était stable. Aujourd'hui, cet intervalle est un tourbillon alimenté par la politique, le climat, les conflits et les perturbations technologiques. L'avenir appartiendra aux réseaux capables d'absorber les chocs, de diversifier les sources et, surtout, de reconnaître que l'efficacité absolue se paie par une fragilité absolue. Pendant ce temps, l'écho des couloirs vides persiste. Les lumières restent allumées, mais éclairent des vides où les produits débordaient autrefois. La pancarte, prix toujours bas, est désormais presque un sarcasme. Chaque achat accompli est une petite victoire. Chaque produit manquant rappelle que la normalité dépend de variables hors du contrôle du consommateur quotidien. S'il reste quelque chose de clair, c'est que la sécurité économique ne se décrète pas avec des slogans ou des tarifs flash. Elle se construit avec planification, transparence et réseau de soutien, commençant à l'usine, traversant le port et aboutissant à l'assiette du consommateur. L'effondrement de Walmart est l'alarme incendie que personne ne peut éteindre. Il nous avertit que l'autarcie improvisée dévore plus qu'elle ne protège et que les réparations d'urgence coûtent plus cher qu'un entretien préventif. Peut-être reste-t-il encore une marge pour redessiner le système avant que la fracture ne devienne irréversible. Mais cette marge rétrécit chaque jour où les gondoles montrent des espaces vides et les routiers coupent leurs moteurs en pleine route. Le pays s'est contemplé dans le miroir et a vu son futur possible. Un futur où l'abondance ne serait plus qu'un luxe inatteignable. Si ce voyage au cœur de l'effondrement d'un géant t'a fait reconsidérer ce que tu tenais pour acquis, offre-nous un like et abonne-toi. Nous continuerons d'éclairer les fissures qui cachent les vérités inconfortables derrière la prochaine étiquette de prix. Preguntard à ChatGPT,